Avant tout, il est pratiquant. C'est un pratiquant de la philosophie, un disciple de la sagesse qui, avec une constance et une persévérance, a comme vertu à chercher à soulager la douleur de ses contemporains. Il a été guidé par les enseignements du bouddhisme et il s'est engagé très jeune. Sa vie, pour moi, c'est d'avant tout la transmission et la pratique de la pleine conscience dans une ligne traditionnelle qui remonte aux enseignements du Bouddha, donc les textes les plus anciens. Comme vous le savez peut-être, il est né au Vietnam et il était moine zen. Il se trouve que le Vietnam a conservé des textes du Bouddha Sakyamuni. Et donc il a rencontré à 16 ans, il est rentré dans un monastère pour suivre les enseignements d'un maître zen. Pour vous donner quand même, il est né en 1926, c'est bien de vous donner quelques repères. Et il est mort en 1900, il est décédé en 2022, pardon. Donc c'est très récent. Ça a fait l'objet d'une très grande ferveur autour de lui. Donc il est né en Indochine, voilà, en 1926, en Indochine. Et donc il a fait des études aussi, il était moine, mais il a fait aussi des études à l'université de Saigon. Et il est allé aux États-Unis, à l'université de Princeton, pour faire des études en religion comparée. Voilà. Mais il est revenu très vite, vu la situation politique au Vietnam. Et il est revenu très tôt au Vietnam pour agir dans son pays. Voilà. Et en fait, dans ce monastère, il s'est questionné par rapport à un choix à prendre, puisqu'il était pratiquant bouddhiste. Et à côté de son monastère, des gens souffraient, puisque c'était la guerre. Ils avaient perdu leur maison, voilà, plus d'éducation, des problèmes de santé. Et donc, il a décidé de croiser à la fois la pratique du bouddhisme et l'action volontaire dans la société. Et donc, il a créé le bouddhisme engagé. C'est d'ailleurs ça qui, moi, m'a interpellée il y a 20 ans, 30 ans peut-être, je ne sais plus exactement. C'est ainsi que j'ai commencé à m'appuyer aussi sur ces enseignements à côté de ceux qui sont transmis ici dans cette école. Alors, pour continuer, il a donc fondé dans les début 60, dans les années 60, une école pour éduquer à la paix. Il a créé aussi des cliniques, enfin avec des moines bien sûr, mais c'est lui qui est à l'origine donc de cliniques. Il a aussi de l'aide à la reconstruction de villages, la fondation d'une université. Donc très engagé pour soulager la douleur dans tous les sens du terme. Et très engagé pour la paix. En 66, donc il va aux États-Unis, donc ça c'est un fait marquant. Puisqu'il veut rencontrer le gouvernement américain pour que ça s'arrête, cette guerre. Il faut bien voir qu'il n'a jamais pris position, il ne prend pas parti pour les communistes qui étaient au Vietnam du Nord et pour les Américains qui influençaient le Vietnam du Sud. Il ne prenait pas parti puisque lui, il voit l'être humain au-delà des partis. Il n'est pas dans les concepts, dans la catégorie, il ne catégorise pas les gens. Il est au-delà de ça. Mais bon, il est allé aux États-Unis, bien sûr, puisque il fallait absolument intervenir pour faire des propositions au gouvernement. Et il a rencontré Martin Luther King, qui, comme vous le savez, je l'ai vu sur Facebook, a demandé, vous l'avez mis Morgane dans les annonces de cette activité ce soir, Martin Luther King a demandé le prix Nobel de la paix pour
pour Thich Nhat Hanh. Mais bon, pour des raisons administratives, il n'a pas eu le prix Nobel de la paix. Bon, hein, ça c'est une autre histoire, mais il a rencontré Martin Luther King. Donc lui, il voit Thich Nhat Hanh la grandeur dans chaque individu. Je pense que c'est une idée importante, c'est-à-dire qu'il voit il voit en chacun la sagesse et ce potentiel de paix, un potentiel qui peut s'exprimer. Alors pour continuer quand même sa vie, donc suite à son passage aux États-Unis, bon, on raconte qu'il avait fait une conférence pour des étudiants américains, et il y a un étudiant qui dit il faut retourner au Vietnam, il faut tuer les Américains, etc. Mais il dit mais on ne peut pas faire comme ça. Voilà. En tout cas, bon, il n'a pas réussi, hein, puisque la guerre a quand même continué un petit peu après, hein, comme vous savez. Et il n'a pas été admis non plus au Vietnam, puisque, bon, par les Américains, il était accusé de pro-communiste, par les communistes, enfin bon, je ne vous le dis pas, de pro-américain. Donc il est venu en France, il s'est réfugié en France. Voilà. Et donc il a continué ses actions en France. Par exemple, des actions de soutien pour les Boat People. Et il a fondé le monastère au village des Pruniers, hein, que Élodie connaît bien, en Dordogne, que vous avez certainement entendu parler pour certains, hein, puisqu'il a quand même un rayonnement important, ce monastère. C'est vraiment remarquable ce qu'il a fait. Dans le monde, il y a il y a à peu près 750 moines, hein, parce qu'il y a plusieurs monastères. Donc, il y a une continuité à son œuvre. Il est retourné au Vietnam en 2005. Vous voyez, il a fait des allers-retours. C'était compliqué au départ, hein, au Vietnam. Et puis ensuite, eh bien, il est décédé au Vietnam. Là où il est né, enfin dans le temple, hein, puisque le temple de Huy, là où il est né. Ce qui, je trouve important, enfin ce qui moi m'inspire chez Thich Nhat Hanh, c'est qu'il s'adresse à tous. Il s'est adressé à tous et il s'adresse encore puisqu'il y a plein d'ouvrages. Vous pouvez écouter aussi des conférences sur Internet. Il s'adresse à tout. Il donne des conseils de pratique pour vivre la paix en soi, dans son couple, dans sa famille, dans les entreprises, dans la société. Enfin, ça touche toutes les formes de vie sociale. Il a mis en place aussi des pratiques pour les enfants, au village des Pruniers, on en parlait tout à l'heure. Donc il y a une proximité de Thich Nhat Hanh avec chacun d'entre nous. On peut, chacun d'entre nous, se retrouver en Thich Nhat Hanh. Et on se retrouve en Thich Nhat Hanh parce que lui-même, il était intimement disciple du Bouddha. J'ai vu un livre sur les traces de Siddhartha Gautama que j'ai lu aussi. Vous savez, madame, moi j'ai le cœur des enseignements du Bouddha que je vous recommande, hein, pour compléter. Quand on lit ce type d'ouvrage, quand je l'ai lu, j'avais ce sentiment vraiment d'être proche du Bouddha, à mon niveau. Il a cet art de créer une proximité entre des êtres quand même particuliers et nous. Voilà. Alors, qu'est-ce que le bouddhisme d'abord, et qu'est-ce que le bouddhisme engagé? Il le dit lui-même, le bouddhisme est d'abord une philosophie, une pratique philosophique. La philosophie étant une voie de transformation intérieure pour élargir sa conscience.
On sait, Fanny l'a dit tout à l'heure, la philosophie, l'amour de la sagesse. Voilà. Donc la sagesse, il y a plein de définitions de la sagesse. Moi j'aime bien cette définition de l'état du sage, qui est justement de faire descendre sa pensée dans ses actes. C'est une sagesse active. On parle des sagesses, on parle de Thalès de Milet, qui était un sage, enfin, des êtres, Pythagore, des êtres qui rendent possible l'impossible. Une sagesse. Donc, le bouddhisme est d'abord une philosophie. Il nous dit, bien sûr, et vous le savez certainement, que certains en ont fait une religion, une croyance. Hein. Mais en fait, au fond, non, ce n'est pas une religion, c'est une philosophie. Et Thich Nhat Hanh, justement, transmet le bouddhisme comme pratique philosophique. Il nous donne des conseils de pratique. C'est un art de vivre. Donc, ses racines sont le bouddhisme Mahayana et le bouddhisme Theravada. Le bouddhisme Theravada, c'est le bouddhisme qui a été transmis par Siddhartha Gautama Bouddha, Sakyamuni. Donc, il a eu cette proximité au Vietnam avec des textes donc, hérités d'une tradition, d'une longue tradition qui ont été conservés au Vietnam. Alors, moi j'ai envie de vous parler justement, puisqu'il faut faire des choix hein, en une heure, des 3 joyaux du bouddhisme, parce qu'avec les 3 joyaux du bouddhisme, ça nous donne bien une idée de ce qu'est le bouddhisme. Quels sont ces 3 joyaux? Je vais les citer et après je vais vous les définir. Le premier joyau est le Bouddha, le deuxième joyau est le Dharma et le troisième joyau est la Sangha. Donc le premier joyau est le Bouddha. On sait aujourd'hui que le Bouddha, Sakyamuni, a existé. Et on sait que c'était un être humain qui a atteint l'éveil. Intéressant pour nous, les êtres humains, d'avoir quand même un exemple de quelqu'un qui a atteint l'éveil. On va dire il a atteint la sagesse. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire l'éveil? Qu'est-ce que ça veut dire hein? Eh bien, moi, je vais vous donner la définition que donne Thich Nhat Hanh, parce que pour moi, elle me semble claire. Bouddha, bon, c'est vrai que c'est la racine bouddhi. Bon, ceux qui suivent des cours ici, vous avez vu ça en premier cycle. Bouddhi, c'est justement l'amour, la sagesse. Bouddhi, bon, c'est un terme sanskrit. Et Thich Nhat Hanh nous dit, voilà, c'est l'état d'amour, voyez, et de compassion. Compassion dans le bouddhisme, c'est très important. Comment il définit la compassion? Un état d'esprit qui ôte la souffrance à un autre que nous. Donc vous voyez, c'est une philosophie altruiste. Et le modèle de l'altruisme est le Bouddha lui-même qui a atteint la compassion. Et il dit, toujours je cite Thich Nhat Hanh, l'essence de l'amour-compassion est la compréhension. Sans compréhension, pas d'amour, compassion. Et il définit la compréhension comme la capacité à reconnaître les souffrances physiques, matérielles et psychologiques des autres. En clair, la capacité à se mettre dans la peau des autres. La compréhension. Le Bouddha lui-même est l'exemple d'un être qui a cherché à soulager la souffrance des autres. Je dirais que c'est sa grande œuvre, la grande œuvre du Bouddha Sakyamuni, puisque je ne vais pas vous raconter toute son histoire, mais à l'époque, Sakyamuni, hein, il ne s'appelait pas le Bouddha, vivait dans un palais et il va quitter le palais. Pourquoi il va quitter le palais? Parce que
il a rencontré dans sa cité, dans son royaume, ce prince, Siddhartha, il a rencontré la maladie, la vieillesse et la mort. Et là, il s'est dit, mince, il faut que je trouve des moyens pour comprendre la cause de pourquoi on vit ça, hein, et surtout la méthode pour faire face à ces souffrances. Donc voilà le modèle du Bouddha dans le bouddhisme. Le Dharma. Le Dharma est le deuxième joyau. Simplement, le Dharma, c'est une méthode. C'est une méthode pour, eh bien, surmonter la douleur. C'est une méthode pour évoluer et vivre le bonheur, puisque dans la vision du bouddhisme, la douleur, c'est un enseignement du Bouddha, la douleur est véhicule de conscience. Donc le Dharma, ce sont des enseignements qui ont été donnés par le Bouddha et des pratiques qui ont été données par le Bouddha. Et Thich Nhat Hanh nous dit que la pratique de la pleine conscience, elle est inscrite dans le sutra, dans un sutra, c'est-à-dire un texte donné, transmis par le Bouddha, transmis par ses disciples, hein, bien sûr, hein, puisque au départ c'était une tradition orale et ensuite on a mis en forme et on a écrit ces textes. Alors donc le texte majeur est, eh bien, ce sont les 4 nobles vérités. Et Thich Nhat Hanh nous dit que les pratiques qu'il enseigne, la pratique de la pleine conscience, est éclairée par les 4 nobles vérités. On en parlera tout à l'heure. En fait, ne pas être serein en soi, c'est un signe de douleur, si vous voulez. Et donc, le fait est que si on n'est pas serein en soi, si on n'a pas la paix en soi, on ne peut pas générer la paix autour de soi. Et donc, vous imaginez Thich Nhat Hanh dans cette situation de guerre, hein, et de conflits intenses, la seule chose à faire, c'est de transmettre des pratiques qui permettent la paix intérieure pour la paix sociale. Donc il y a cette idée que tout part de l'individu. Tout part de l'individu. Donc il met en place des écoles, hein, Thich Nhat Hanh, des monastères, pour eh bien, permettre d'apprendre la paix intérieure, de pratiquer la paix intérieure et de la transmettre autour de soi. Voilà, c'est... Et sa vision à Thich Nhat Hanh, comme la vision du bouddhisme, bien sûr, hein, c'est le vivre ensemble harmonieux. Enfin, c'est l'idée de vivre, de produire de la paix. Donc tout part de l'individu, c'est l'individu qui fonde la société. Ça me semble une idée intéressante et importante. Le troisième joyau est la Sangha. Donc S-A-N-G-H-A, la Sangha. Donc la Sangha se définit justement comme une communauté où il est possible d'apprendre et d'évoluer plus vite en conscience. Vous savez, c'est comme les secouristes qui veulent se former pour aider dans des situations de tremblement de terre. Et bien là, ce sont si je peux me permettre, des secouristes pour les âmes. Enfin. Et donc, on se forme en tant que pratiquant, moine, ici, pour assez vite quand même acquérir une densité intérieure, une stabilité et pouvoir intervenir dans des situations difficiles, puisque c'est un bouddhisme engagé. Ça va? Bon, tout à l'heure, il y aura un temps pour les questions.
Et surtout, ce qui est important aussi, c'est que la sangha, c'est le partage d'un état de conscience, quoi. C'est-à-dire que tout le monde est partie prenante dans cette communauté pour travailler sur soi, produire de la paix, hein, pratiquer, sans chercher un résultat immédiat. Jonathan, c'est quelqu'un de très tranquille. Et donc voilà, c'est l'idée de partager un état de conscience, c'est-à-dire d'avoir une hauteur de vue, quoi, sur ce qui se passe pour pouvoir justement apporter une solution. On sait très bien qu'un médecin, s'il panique devant le malade, il ne pourra pas le soigner. Donc d'abord acquérir la paix intérieure pour produire de la paix autour de soi. Donc la sangha est le partage d'un état de conscience que vous avez vu au village des Pruniers et qui rayonne. Donc en fait, ce sont des caractéristiques d'école de philosophie pratique, c'est vrai, puisque comme tu le disais, Fanny, c'est-à-dire on retrouve ça aussi dans d'autres traditions, hein, de créer des cercles pour apprendre à faire face aux difficultés, à rester serein, pour prendre de la hauteur et trouver des solutions. Donc c'est un bouddhisme engagé. Il y a une chose importante donc également dans la philosophie telle qu'elle est transmise par Thich Nhat Hanh, qui est celle du Bouddha Sakyamuni, c'est que le bonheur est à atteindre ici et maintenant. Il n'y a pas cette idée de croire, il n'y a pas cette croyance, voilà, que le meilleur est à venir. Hein, des religieux, bon, l'espérance, on espère que ça va arriver, etc. Non, non. D'ailleurs, le Bouddha dit le nirvana se prend d'assaut. Hein, là je cite le Bouddha. Mais voilà, Thich Nhat Hanh est inspiré par cette idée aussi que le bonheur est à atteindre ici et maintenant. Il cite un acteur américain qui s'appelle Must, qui a combattu avec Joan Baez contre la guerre au Vietnam. Il disait, cet acteur, il n'y a pas de chemin vers la paix est le chemin. Donc, le bien est en nous, c'est plus facile de dire ça peut-être que le nirvana, où ça peut nous paraître un peu loin pour nous. Le bien est en nous, on peut l'atteindre tout de suite, ici et maintenant. Donc, nous pouvons atteindre ici et maintenant la sérénité, là, maintenant. Pourquoi chercher à atteindre la sérénité dans l'instant, ici et maintenant, pour être en paix avec soi-même? Pour générer naturellement une atmosphère de paix, d'harmonie. Alors nous allons faire une pause avant de continuer. Donc tout le monde est bien, vous êtes chacun, pas dire tout le monde, ça fait un peu anonyme, chacun est bien installé sur sa chaise, on décroise. Il nous transmet une première pratique. Le fait de décroiser les jambes, de bien installer, ça libère des tensions. Les mains sont sur les cuisses, c'est possible. Il faut poser peut-être le cahier. Ça va pas être long, hein, mais là, ça demande quand même une petite préparation. Les yeux ouverts ou fermés à votre convenance.
je vous explique l'exercice, son premier exercice, qui s'appelle la respiration consciente. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Nous coordonnons la respiration et intérieurement, on peut même dire simplement inspire, expire. Donc on va faire 5 fois, chacun à son rythme. L'inspire, l'expire, tout en prononçant intérieurement un mot qui nous rappelle qu'on est bien conscient, on est bien là dans notre inspire et dans notre expire. Bon, quand c'est bon, c'est bon. Donc, Thich Nhat Hanh enseigne la pratique de la pleine conscience, éclairée par les 4 nobles vérités que je vais exposer, mais éclairées par Thich Nhat Hanh. Donc, avec ces mots. Tout d'abord, avant d'exposer les 4 nobles vérités, il nous dit que c'est important de savoir s'arrêter pour se retrouver avec soi-même. Donc il nous invite à la respiration consciente. Pour l'instant, j'en dis pas plus par rapport à cette pratique. La première noble vérité consiste à prendre conscience de l'état de mal-être. Il appelle ça le mal-être. Dans certaines traductions, vous avez l'idée du mot, vous avez le mot souffrance. Mais lui, il dit mal-être. Moi, je trouve que c'est bien. Parce que mal-être, ça peut parler tout de suite. Le stress, le doute, l'anxiété, la nervosité, l'angoisse, la peur, la colère, enfin il y en a des situations, ou un problème, vous savez, dans l'entreprise, un problème économique, un problème relationnel, tout ça c'est du mal-être, hein, ça provoque du mal-être. Donc la première chose importante, c'est de prendre conscience du mal-être. C'est pas si évident, nous dit même le Dalai Lama, c'est pas si évident de prendre conscience. Ça demande une observation neutre. Ça demande déjà de se décoller du mal-être, de ne pas s'identifier. Je ne suis pas le mal-être, je ne suis pas la peur, je ne suis pas la colère, je ne suis pas l'angoisse. Donc la première chose à faire, nous dit-il, c'est l'observation. Développer l'observation neutre. En d'autres termes, être présent. Être présent. L'observation, ça veut dire qu'il y a quelqu'un là qui observe. Et justement, la respiration consciente permet de pratiquer l'observation. Vous voyez, inspire, expire. Donc, commençons déjà à nous décoller, si vous voulez, à ne pas nous identifier au mal-être. Parce que pour les bouddhistes, le mal-être, c'est lié à un conditionnement. Je suis conditionné, je suis devenu dépendant de la circonstance. Bon, voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. Peut-être des questions. La deuxième noble vérité, il existe une cause au mal-être. C'est-à-dire le mal-être a une racine. Il y a une raison. Thich Nhat Hanh nous dit, voilà, tout individu recherche le bonheur, mais avec des idées erronées, des idées fausses. Il dit, il y a même des idéologies. Et on s'accroche à ces fausses idées. On ne peut pas se décoller de ces fausses idées pour atteindre le bonheur. Même si ça fait mal au présent.
En d'autres termes, la cause du mal-être, c'est l'ignorance, c'est-à-dire le fait de s'identifier à des idées, mais en fait, c'est peut-être pas des bonnes idées, quoi. Et là, il nous invite, Thich Nhat Hanh, par rapport à cette deuxième noble vérité, à accepter de voir ses idées. Voilà, c'est-à-dire de voir ses idées erronées. Et de lâcher l'idée erronée. Une fois qu'on la voit, la lâcher. Lâcher la source du problème. C'est comme quitter un port pour aller vers un autre port. Il partage d'ailleurs dans une de ses transmissions une histoire, une histoire racontée par le Bouddha. Donc on raconte qu'un jour, un fermier vient voir le Bouddha. Il est en larmes, hein, le fermier, parce qu'il a perdu 2 vaches. Voilà, il avait 2 vaches, il a perdu ses 2 vaches. Alors le Bouddha l'écoute. Bon, voilà, il lui dit, mais voilà, vous avez perdu vos 2 vaches. En d'autres termes, il ne peut rien faire, hein, le Bouddha. Et donc, ensuite, donc, une fois que le fermier est parti, le Bouddha dit au moine, vous voyez, vos idées, c'est comme les vaches. Donc, l'idée, c'est d'accepter les vaches, quoi. Non. Donc, quelque part, accepter, c'est aussi faire le deuil, vous voyez, de la racine de la douleur. Accepter. La troisième noble vérité, celle-là, elle est géniale, elle nous rassure, on peut se libérer de la douleur. Ouf, si quelqu'un avait un doute, hein. On peut se libérer de la douleur. Il existe un état de conscience de libération. Thich Nhat Hanh l'appelle le bien-être. Mais pas le bien-être, parce que nous, les Occidentaux, on peut tout de suite... voilà. Parce que l'être, il le définit, Thich Nhat Hanh, comme l'inter-être. Inter, trait d'union, être. En fait, ça serait bien inter-être, qui n'est pas un mot français. C'est lui qui a inventé ce mot, hein, inter-être. L'inter-être, c'est l'idée de l'interdépendance. Alors, on va donner un exemple qu'il a donné pour l'interdépendance, parce que là, voilà, il vient à l'esprit. Cette feuille de papier, vous voyez tous une feuille de papier, ou est-ce que vous voyez autre chose? On peut voir un nuage. Oui, parce que le nuage, il donne de l'eau pour arroser l'arbre qui permet le papier. Mais il y a aussi le bûcheron qui a coupé l'arbre. Mais il y a aussi le blé qui nourrit le bûcheron. Et les parents du bûcheron. Donc, inter-être, ça aussi c'est une pratique. Quand on est dans la nature, quand on mange, et il nous invite à la respiration consciente, à la pleine conscience au quotidien. Nous prenons un repas. Qu'est-ce qu'il y a derrière le blé? Bon, la troisième noble vérité, c'est le fameux mot nirvana en sanskrit, que si vous suivez le premier cycle, vous avez déjà vu, je crois. Et donc, c'est indéfinissable en réalité. Voilà. Vous voyez que ce n'est pas conceptuel. On sort du concept. Et c'est aussi quelque chose que j'aime bien chez Thich Nhat Hanh, c'est qu'il n'est pas vraiment conceptuel, même s'il a une grande connaissance, hein, mais pour nous transmettre, il est plutôt dans une relation de pratique. C'est indéfinissable, cet état à atteindre. Le bonheur, on va dire le bonheur qui est le bien ultime. Il l'appelle aussi le bonheur. La quatrième noble vérité,
il existe un chemin, il existe une méthode d'apprentissage qui conduit à cet état, à l'éveil. C'est quand même formidable. On nous transmet depuis la nuit des temps un chemin, une méthode d'apprentissage pour nous libérer du mal-être, atteindre le bonheur. Et rappelez-vous, on nous a dit tout à l'heure que le bonheur peut être vécu tout de suite là, maintenant. Ça va commencer par la sérénité. Et donc là, la quatrième noble vérité s'appelle le noble octuple sentier. Donc c'est un sentier avec 8 activités à développer. Le noble octuple sentier, qui représente comme ceci. Première pratique, la pleine conscience. La pleine conscience. Donc d'abord, pratiquer la respiration consciente. C'est-à-dire, j'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. Je vous invite à le faire au quotidien. Ça demande quand même un effort. Hein? C'est un peu partie d'ailleurs d'une activité aussi à développer qui est l'effort juste. On a tendance tout de suite à partir. Les petits, hein. Alors on peut le faire en faisant la vaisselle. Tout d'un coup la vaisselle prend tout son sens. Et puis en même temps on est en relation avec ce que nous faisons, l'eau qui coule. Donc on peut découvrir le merveilleux dans la pratique. En marchant, la marche en pleine conscience, dans la nature. Je fais un pas, j'inspire. Donc automatiquement, vous allez voir, ça ralentit le mouvement. Je fais un second pas, j'expire. Et puis alors, deuxième pratique, après, c'est j'inspire et je suis calme. J'expire et je souris. La pleine conscience, c'est en fait l'attention. C'est une pratique d'attention. Pour ceux qui connaissent le noble octuple sentier, en général, on va parler d'attention, mais Thich Nhat Hanh parle de la pleine conscience, parce qu'il s'inspire il transmet les enseignements du Bouddha. L'attention juste, je pourrais dire l'attention volontaire, parce qu'on définit dans nos pratiques ici 3 niveaux d'attention. L'attention passive, je subis les événements, je suis sur le canapé, voilà. L'attention spontanée, je réagis aux événements. Hein, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui crie, on va réagir spontanément. Je suis en réaction. Et l'attention volontaire, c'est moi qui décide de l'objet de mon attention, c'est-à-dire de ma conscience. Parce que c'est toute une question de conscience, c'est je place ma conscience dans telle direction. C'est-à-dire l'attention, je dirige ma conscience dans telle direction. Comme un appareil photo, vous placez l'appareil devant l'objet que vous voulez photographier. La pleine conscience, la définition de Thich Nhat Hanh, on met de la lumière sur ce que l'on vit. On met de la lumière sur ce que l'on vit. Et ce que l'on vit, c'est la respiration, c'est la première chose qu'on vit, même assis, etc. Voyez, et qu'on peut dominer. On ne peut pas dominer la circulation du sang. On peut uniquement dominer, avoir un contrôle, c'est pas dominer dans le sens être avec. Parce qu'on ne peut pas vraiment dominer, c'est être avec. Ouais.
Donc la pleine conscience, c'est mettre de la lumière sur ce que l'on vit. Il nous dit ceci, la vigilance, on peut l'appeler aussi la vigilance, se charge de tout, comme le soleil qui transforme tout. Donc tranquille, confiance, nous pratiquons, et vous allez voir que ça va changer. Parce que le soleil nourrit la plante et permet l'émergence de la fleur. On n'est pas en train de forcer le mouvement, c'est naturel. Donc la pleine conscience, l'attention, eh bien, c'est simplement voilà, mettre de la conscience dans ce qu'on est en train de faire. Et les choses se mettent en place naturellement. La lumière chasse les ombres, naturellement. C'est-à-dire, si vous éteignez ici cette pièce, on est dans l'obscurité, on ne voit plus rien. Quoi. Hein, bon. Il y a encore un peu de lumière dehors, on verrait quelque chose, mais imaginons. Et donc, j'allume, je discerne, tiens, il y a Fanny, il y a Hélène, voilà. Je vois quelque chose, enfin, je rentre en relation. À cela, il faut ajouter... Ah oui, alors avant quand même. Autre exemple qu'il nous donne, parce qu'il est... Ce qui est bien, c'est qu'il nous donne des tas d'images pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Et donc, il donne là la cuisson des pommes de terre. C'est bien, parce que tout le monde a des pommes de terre et tout le monde a dû cuire au moins une fois dans sa vie des pommes de terre. Et chose extraordinaire, on peut cuire des pommes de terre grâce à un élément qui s'appelle le feu. C'est quand même incroyable cet élément qui nous permet de cuire des pommes de terre. Bon, là, je ne sais pas. En tout cas, il associe le feu à la pleine conscience. Donc, c'est une énergie qui est en nous. Et donc, le fait de développer l'attention, ça met en mouvement en nous une énergie que nous avons, qui est la vie. Tout simplement, l'énergie vie, ça nous rend vital. Si le matin, nous faisons une pratique de respiration consciente associée à des mouvements, ben, c'est pas pareil avant de partir dans la journée que si on fait rien. Quoi. Vous voyez, c'est des pratiques qui permettent aussi de mettre de l'énergie en soi et d'être vivant. Voilà. Il nous dit, hein, respirer, respire, tu es vivant. Respire pour revenir au présent. Donc, tu laves la vaisselle, tu respires, consciemment, hein, parce qu'on respire. Hein. De toute façon, on respire. Mais nous mettons de la conscience dans notre respiration. Et il ajoute la concentration. Et il nous dit que l'attention plus la concentration permet, je cite, la vue juste. Tout ça, c'est le noble octuple sentier. Alors, la concentration, c'est comme si on met un couvercle sur la marmite où il y a les pommes de terre. Parce que ça concentre l'énergie. Et effectivement, ce n'est pas de la distraction. Parce que le risque, c'est d'être distrait. On a du mal à rester focalisé sur quelque chose. Donc, nous avons besoin de nous concentrer quand nous faisons des activités. Ça permet de nous unifier intérieurement, d'être au centre de nous-mêmes. Et donc, de voir plus clairement. Et donc, voilà, et les bouddhistes, Thich Nhat Hanh nous dit, voilà, ça nous permet de relier l'esprit et le corps, de s'unifier. On s'unifie. Et on sait que pour réaliser un projet, eh bien, il faut se fixer des limites, pour être concentré. Là, par exemple, on va devoir terminer à peu près dans un quart d'heure, donc j'ai la pendule, j'essaye de suivre le timing pour que quand même, vous puissiez après faire une pause, échanger, vous poser des questions, enfin, etc. Donc, la concentration est essentielle pour aboutir à quelque chose. Même si ce n'est pas parfait, il y a un moment, il faut clore. Donc, se fixer des limites. Voilà. Alors, je continue. Donc, l'attention et la concentration permettent également, je reviendrai après sur la vision juste, de développer une pratique qui cultive des graines positives qui sont en nous. C'est-à-dire qu'en fait, il reprend aussi un enseignement du Bouddha, c'est-à-dire que lui représente la conscience comme ceci,
Voilà. C'est pas pour très loin, voilà. Et là, vous avez des graines. Là, c'est ce qui émerge, hein. La conscience qui est, disons, manifestée. Et ici, ce qui est la conscience du tréfonds, ce qui est souterrain. Ce dont on n'a pas conscience. Et là, c'est ce dont on a conscience. Et donc, on a des graines qui sont négatives et des graines qui sont positives en nous. Bon, les graines négatives, tout à l'heure, je parlais des émotions négatives, la peur, la colère, etc. Hein. Et donc, bien sûr, les circonstances peuvent nous bousculer et faire surgir une graine qu'on a en nous, quoi. Voilà. Alors, on est au volant d'une voiture, il y a quelqu'un qui... Maintenant, vous savez, les gens sont impatients, quelqu'un qui est lent, bon, il va se mettre en colère, lui klaxonner, enfin, voilà, il se passe plein de choses, appel de phare, si c'est... Bon, bref. Et donc, bien sûr, la question n'est pas de lutter contre, hein, dans la vision, c'est d'agir pour. Donc, de développer une pratique qui cultive les graines positives qui sont en nous. On ne va pas agir contre la colère, contre ces graines, elles sont là. On ne va pas agir contre une laitue qui pousse mal. Hein, donc là, l'idée, c'est dans la pratique, c'est de se concentrer sur des graines positives. On pourrait parler de vertu. Hein, et sur le calme. Et sur la joie. J'inspire et je suis calme. J'inspire et je souris. Alors, si vous faites l'exercice du sourire, vous avez un peu que... voilà, on va sourire. Enfin, il y a un moment, vraiment, ça vient, quoi. Tout le corps sourit. Et on développe un sentiment. Mais c'est important, le calme, la sérénité, puisque c'est le sujet. Parce que le calme, la sérénité, va permettre de regarder en profondeur. La vue juste. Donc de regarder en profondeur. Regarder en profondeur le problème, si c'est un problème. Parce qu'on sera armé intérieurement. On a pratiqué des graines positives. Et donc l'idée, c'est d'être armé pour faire face aux problèmes. Se densifier intérieurement pour faire face aux problèmes. Mais aussi la vue juste, c'est de voir d'abord nos ressources. Avant de faire face aux problèmes, dans cette vision, c'est d'abord de nourrir les graines positives qui sont en soi. Je vous disais tout à l'heure que Thich Nhat Hanh a une idée haute de l'individu. On porte tous en nous la paix, on porte tous en nous la joie, le discernement, des tas de choses positives. Nous avons tous des ressources en nous. Et donc, ce sont des pratiques qui doivent activer cette lumière que l'on porte en nous. Je suis calme, je vois clair. Je suis calme, je crée le vide en moi. Parce que la respiration consciente, attention, concentration, ça permet de chasser toutes ces idées parasites, tout ce qui n'est pas soi. Ça calme le mental et ça permet une vision juste. Sinon, c'est brouillé. C'est changer de regard. Ça permet de rentrer en relation avec ce qui nous entoure. Avec la vaisselle, quand on fait la vaisselle, mais surtout aussi, bien sûr, mais tout est bon pour pratiquer, puisqu'on est distrait en fait. Ça nous éduque, par exemple, quand on est à table, on rentre en relation avec chacun. Et du coup, plus d'écoute, peut-être du silence, mais on est là et on est présent. Et après, on parle si on doit parler. Et c'est pas obligatoire. Mais c'est de rentrer en relation. Attention, concentration permet l'observation. L'observation de nos forces, de nos faiblesses, des graines négatives, des graines positives. Parce que le pire, c'est le déni de la réalité. C'est-à-dire de ne pas voir le mal-être. Et si on ne voit pas le mal-être, il est là en nous et il prend de la place, du pouvoir, comme une maladie. Si on ne règle pas la maladie, eh bien la maladie, elle va faire des dégâts.
Donc ça peut être, voilà, bien sûr, les soins du médecin, l'alimentation plus saine, du sport, quelque chose de global. Et c'est valable aussi pour toutes les situations qui nous posent problème, quoi. Donc l'observation permet de prendre conscience des obstacles intérieurs. Pas pour y rester là, mais pour ensuite, parce que derrière l'obstacle, derrière l'ombre, il y a une lumière. Thich Nhat Hanh a écrit un livre fabuleux sur la colère. Et dans ce livre, qu'est-ce qu'il dit? Que la lumière de la colère, c'est la compassion. C'est extraordinaire, la compassion. C'est pas la différence, quoi. La différence, c'est l'autre n'existe pas, mais quand il y a la colère, l'autre existe. Simplement, il y a un brouillage dans la relation, quoi. Il y a un problème, quoi. Il est extraordinaire, ce bouquin, ce livre, parce que tout d'un coup, on vous donne une clé, et vous pratiquez, et nous pratiquons. Ah ben, qu'est-ce que c'est que la compassion? Après, une fois que c'est dit, ah oui, d'accord, je me mets à sa place. Ah oui, alors, c'est pas toujours facile, de se mettre à la place de quelqu'un. La peur, la lumière de la peur, c'est le courage. Avancer avec sa peur. C'est pas parce qu'on a peur qu'on avance. On peut pas se replier, parce que si on se replie, c'est la panique. La vue juste. Voir les vertus, voir le bon, voir le beau. C'est ça qu'il faut d'abord nourrir. Donc nourrir les graines positives en soi, la joie, le calme, pour ensuite surmonter la douleur. Bien s'armer intérieurement avec des vertus pour prendre l'obstacle comme un tremplin. Donc voir le nœud, parce que le mal-être c'est comme un nœud, dit-il, un obstacle, et se responsabiliser, se questionner. C'est très philosophique, c'est du dialogue intérieur. Pourquoi il y a cette irritation? Pourquoi, je le cite, je n'aime pas cet acteur dans le film? Qu'est-ce qu'il y a derrière comme croyance, préjugés, illusions, peur? Et le questionnement va permettre de révéler une ignorance, une idée qui est erronée, une croyance. Donc on ne se ment pas, on accepte d'avancer avec ce qu'on est, voilà, la peur ici, la colère là, mais il y a aussi la compassion, le courage, vous voyez? Et surtout pas le déni. Donc Thich Nhat Hanh, c'est vraiment faire le choix de semer en soi des graines positives, de pratiquer, pour aussi contribuer à la paix autour de soi. Et avec une vue juste, il y aura une parole juste, une pensée juste. Thich Nhat Hanh est un modèle de parole juste, c'est-à-dire une parole qui est bienveillante, qui n'est pas précipitée. Enfin, on voit que derrière, il y a des tas d'années de pratique, enfin, il y a de la pratique. Parole qui est douce, mais en même temps, voilà. Action juste, moyen d'existence juste. Parce que lorsque la vision est juste, c'est notre mère. Elle est vivante. Donc, le moteur de l'écologie, c'est d'abord la conscience. La conscience qu'elle est vivante, comme notre mère. Donc, pourquoi atteindre la sérénité dans l'instant pour voir juste et pouvoir se transformer?